Rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. Moi ça va très bien, j'ai passé encore un beau week-end, c'était très sympa. Là, je me suis baladé en France pour aller donner des conférences, notamment autour des projections de l'un de mes films, L'école de la vie, une génération pour tout changer. Donc c'est toujours très passionnant, il y a des parents, des enseignants, des professionnels de l'éducation. Et on débat autour du film, mais bien évidemment surtout autour de l'éducation. Donc c'est toujours des moments très enrichissants. Et puis ensuite, je suis parti pour une journée qui était très sympa autour du bonheur. On a fait de la randonnée le matin, après l'après-midi, on a tous déjeuné ensemble. Et juste après le déjeuner, on a diffusé le film C'est quoi le bonheur pour vous ? Après, on avait prévu de jouer au jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous ? Mais finalement, on n'a pas eu le temps parce que, pareil, il y a eu un débat après la projection du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Donc du coup, on a passé une chouette journée autour du bonheur. C'était vraiment très cool, de bons moments. Merci d'ailleurs à Valérie, si Valérie, tu m'écoutes pour cette organisation. C'était vraiment très chouette. Pour l'actualité, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on organise le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Qui va avoir lieu le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. La billetterie est ouverte depuis quelques mois. Je crois qu'il reste 200 places de dispo sur 500. On est au Palais des Congrès qui donne juste en face de la plage, donc c'est très sympa. Il y a à peu près 30 exposants, il y a 10 conférences et 8 ateliers participatifs pour vivre vraiment des expériences. Toutes les conférences d'ailleurs sont participatives, donc vous allez vraiment vivre des expériences pendant 2 jours. Et ce qui est magique, c'est de se retrouver à un peu plus de entre 600 et 700 personnes quand on englobe tout le monde, les exposants, les bénévoles et les congressistes. Et donc c'est chouette de passer un moment comme ça, tous ensemble avec des gens qui partagent les mêmes valeurs et qui viennent prendre soin d'eux. Donc je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée. Donc c'était en 2023, notre première édition. C'était aussi au Palais des Congrès d'Arcachon. Et puis après, on se retrouve tout de suite après avec Aurélie. À tout de suite. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Donc vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche, vous tomberez très facilement sur le site. J'en profite pour vous dire que le 20 mars, je serai à Cannes-sur-Mer, au CGR de Cannes-sur-Mer, donc une salle de ciné, où je viens aussi là pour le film L'école de la vie. Donc si vous voulez qu'on se retrouve là-bas, il y aura aussi mes livres sur place que je pourrais vous dédicacer. Allez, je vais faire apparaître Aurélie. Hello Aurélie. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va bien, ouais. Tu me disais que tu avais passé une matinée speed. Oui, j'ai eu des événements, oui, beaucoup de positionnements. Moi, en ce moment, globalement, on me demande de me positionner
de manière très, très ferme, directe et Ok. c'est pas incompatible avec le cœur ouvert justement. C'est Ah même bah non, nécessaire. c'est Voilà, tellement important, on pourra en c'est parler, oui. ça. Ouais, ouais. Aurélie, je vais te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas, qu'on comprenne qui tu es. Donc je m'appelle Aurélie Dorel, je suis thérapeute en guérison affective. Donc c'est moi qui ai donné le nom, de la guérison thérapeute en guérison affective. Ok. Parce que mon travail de thérapeute, en fait, est issu de mes recherches. Ok. Et j'ai un parcours assez atypique, plutôt dans un premier temps. Enfin, d'ailleurs, je viens du marketing. Au départ, j'ai fait des études en gestion et en marketing. Et puis après, je me suis dirigée vers la publicité. J'ai monté très jeune une société dans le bien-être parce que c'est quand même ça qui m'intéressait, le bien-être des individus. Il y avait des coachs sportifs, masseurs et diététiciens, donc d'abord bien-être physique. Et comme le coaching, je suis à Toulouse, le coaching était un service encore très innovant à Toulouse en 2004. On me demandait de faire des conférences sur le coaching. Qu'est-ce que c'était qu'être un coach? Ok. Du coup, j'ai aussi fait des formations à l'université, etc. Enfin, donc là, en autodidacte, je me suis formée à plein d'outils de développement personnel. Et puis, quand j'ai pris un congé parental pour mes enfants autour de mes 30 ans, et là, je me suis dit que j'allais valider peut-être un diplôme de psycho, en fait. Et c'est là où je suis rentrée à la fac de psycho, en psychologie cognitive, donc les mécanismes mentaux, et j'ai été recrutée pour faire une thèse. Donc là, j'ai eu la méthodologie un petit peu du chercheur. Et après, j'ai pu aller chercher finalement dans les domaines qui m'intéressaient le plus, en tout cas qui correspondaient à mon chemin de vie et à mes besoins. Donc, c'était les blessures affectives et toujours pour viser l'épanouissement. Parce que là où on a un point commun, Julien, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement essayer d'amener à plus de bonheur sur Terre, en fait. Mais chacun avec ses moyens en fonction de ses connaissances et de son parcours de vie. Mais c'est quand même mon objectif aussi principal depuis toujours. Puis, tu oublies que tu es auteur. Et oui, et donc comme j'ai fait mes recherches dans le domaine de l'affect en psychologie, c'est pas une discipline qui est abordée de manière frontale. Enfin, si, il y a les théories de l'attachement, mais moi, c'est plus large ma vision de l'affect. Et c'est une mécanique en soi, pour moi, la mécanique affective, et qui se différencie de la mécanique justement cognitive, intellectuelle. Tu vois, en gros, pour moi, il y a un axe esprit-corps et un axe cœur-âme. Et en fait, moi, j'étudie l'axe horizontal qui est finalement très peu nommé en tant que tel. Mais pour moi, c'est vraiment le complément dans l'être humain. Donc, et donc, comme j'ai fait mes recherches, je les ai fait en écrivant. En fait, l'écriture était un moyen de... C'est presque aussi une guidance, c'est un moyen de poser concrètement ce que je découvrais. Et ce livre, le premier qui est sorti, qui s'appelle Un amour véritable, qui correspond au cas pratique de la théorie que j'ai trouvée, en fait, en tout cas, que j'ai structurée, et a été pris, première lettre que j'ai envoyée, il a été édité, en fait. Il a été reçu et édité. Donc, du coup, je me suis lancée dans aussi le côté autrice. Mais à la base, ce n'était pas forcément un but. C'est un parcours qui m'amène à me développer comme ça, en fait. Tu vois ? Oui, je vois très bien. Oui, c'est un outil pour... moi, comme je dis très souvent, tu sais, quand on me demande de me présenter, je dis que je suis un jardinier parce que j'ai le sentiment de semer des graines. Et donc, j'allais dire, c'est un outil de jardinier, finalement. Ça te permet de semer des graines à travers le livre, quoi. Oui. Après, c'est hyper important d'avoir quelque chose de matériel pour communiquer, pour diffuser. Mais quelque part, ce n'était pas mon but d'écrire un livre, quoi, en fait. Mon but, c'est... moi, je me considère comme une chercheuse, en fait, plutôt. Une chercheuse qui essaye de comprendre un peu comment ça marche, l'être humain, et comment on peut améliorer son fonctionnement, en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et est-ce que tu es ton premier cas en tant que chercheuse ? Je suis mon premier cas, mais bien évidemment. Okay. Je crois qu'on ne peut pas être autre chose, en vrai. Bah oui, autrement, c'est une recherche intellectuelle. Et justement, moi, non, le but, c'est l'incarnation. Le but, c'est le terrain. Le bonheur, c'est le terrain. C'est pas un rêve. Le bonheur, c'est le terrain. Ah, c'est intéressant, ça. Ça veut dire quoi, le bonheur, c'est le terrain ? Le bonheur, on est heureux quand on est heureux avec la vie, dans la vie. Pas quand on est heureux en rêve ou en fantasme. J'ai réfléchi parce que je me suis dit, peut-être qu'il va me poser la question, c'est quoi le bonheur ? C'est possible, oui. Et je me suis dit, s'il me pose la question, je vais répondre. Pour moi, c'est
Ah ben, j'avais la réponse et là, je l'ai plus, tu vois. Bah écoute, je leur poserai plus tard. Peut-être que tu l'auras Oui, plus voilà, tard. c'est pas le bon moment. Ouais. J'ai une question déjà. Je Vas-y. pense que ça serait intéressant quand même de définir c'est quoi en fait une blessure affective. Oui, Ouais. parce que l'affect même, qu'est-ce que c'est l'affect? Ouais. L'affect en psychologie, si on regarde la littérature de la recherche en psychologie, il y a plusieurs définitions sur l'affect. Il y en a qui disent que c'est un sentiment, une posture, une émotion. Pour moi, comme en plus j'ai creusé dans le domaine de la compréhension de la mécanique affective après avoir découvert mon enfant intérieur, pour moi, l'affect, c'est vraiment la symbolique de l'enfant intérieur. Je ne sais pas si tu connais le concept de l'enfant intérieur. Oui, ouais. Voilà, c'est une partie en soi, vibratoire, et qui, pour moi, justement, dirige nos mécanismes inconscients. Et l'affect, donc du coup, ça a à la fois une réalité corps, cœur, tête. Il y a des croyances à travers la pensée, tête, c'est une émotion, et c'est aussi un ressenti corporel. Et quand je fais des conférences et que je demande aux gens, pour vous, c'est quoi l'affect? Quand même, globalement, les gens répondent, c'est un ressenti. C'est un ressenti, c'est subjectif, c'est pas objectivable. C'est une perception. Et pour moi, l'affect, c'est tout ce qui met en relation. Donc, c'est une connexion énergétique à l'autre, à la vie, enfin, tout ce qui est en connexion énergétique. Et donc, du coup, c'est assez large comme concept pour moi, l'affect. Oui, carrément, ouais. C'est le complément de l'intellect, tu vois. Oui, je vois. Effectivement, c'est un angle qui est original parce que déjà, ne serait-ce que la notion énergétique, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes pour qui ça parle pas. Est-ce que tu peux développer un peu plus cette partie, peut-être, pour qu'on comprenne ce que tu sous-entends par le côté énergétique? L'énergétique, c'est simple. Il faut sentir les choses. En fait, fermer les yeux, se connecter à qu'est-ce qu'on ressent dans le corps. Dans ma pratique, moi, il y a quelque chose de matériel dans l'énergétique, alors que quand je suis sur une pensée purement construite, c'est très léger, c'est comme du vent, c'est du mouvement. L'énergie, c'est de la matière. Et donc, en fait, l'énergie, moi, des fois, quand les gens sont même sceptiques parce qu'on y met des trucs ésotériques derrière l'énergie, mais non, l'énergie, c'est une réalité physique, en fait. C'est pas plus que ça. Donc, je leur demande, je fais l'exercice, regarde, tiens, je sais pas, mets ta main et je mets ma main au-dessus. Qu'est-ce que tu sens? Et là, les gens, ils vont sentir des choses s'ils mettent leur attention là-dessus. Il y a de l'énergie, quoi. Donc, l'énergie, déjà, après, sur le plan quantique, c'est tout ce qui forme la matière. Mais c'est aussi cette perception invisible de la relation. Ok. On a Florence qui pose une question. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, pour les gens là qui nous écoutent, qui sont en direct, n'hésitez pas à poser des questions à Aurélie. Moi, je les vois passer. Florence qui nous dit, c'est quoi le sujet de votre thèse? Alors, je travaillais j'étais dans le concept des processus duels. Okay. En psychologie, les processus duels, ça dit qu'un individu dans une situation de choix est toujours en double voie. Voie 1, voie 2, et la voie 1, c'est la voie rapide, automatique, inconsciente, réactionnelle. Et la voie 2, c'est la voie réfléchie qui fait appel au préfrontal. Et donc, en psychologie, on utilise des terrains pour voir sur certains terrains quelle voie 1, quand est-ce qu'on utilise la voie 1 et pourquoi, la voie 2 et pourquoi, qu'est-ce qu'on qualifie d'ailleurs au niveau de la voie 1 et la voie 2. C'est toujours la recherche, c'est des tout petits bouts qu'on regarde à chaque fois. Et moi, la thématique, c'était l'utilisation de l'image de la femme dans la publicité. Donc, en fait, ce qui m'avait révolté, d'ailleurs, j'avais été recrutée sur un projet de recherche en psycho, parce que j'avais un jour, je me baladais, j'avais mon fils qui avait 2 ans, je me baladais dans la rue avec lui, et j'ai en moi le besoin de défendre l'image de la femme quand même. Ça, c'est mon histoire. Tu veux dire que tu es féministe? Alors, non, je suis pas féministe. Je veux que la femme et l'homme, en fait, puissent collaborer. Donc, féministe, le problème, c'est qu'il y a le côté combat derrière. Par contre, je reconnais la différence homme-femme. Pour moi, la femme et l'homme, c'est différent. Et le but, c'est de créer quelque chose ensemble de plus grand. Donc, féministe, moi, j'aime pas trop tout ce qui est combat. Oui, je vois. Oui, il y a un côté combat. Et donc, du coup, par contre, dans la publicité, qui était quand même mon premier terrain de jeu, je trouvais désolant. J'avais fait une étude empirique sur le fait qu'en fait, on utilisait l'image de la femme sexualisée ou objectivée, etc.
que les gens, éthiquement, ne voulaient pas de ça, et pourtant, c'est quand même ce qui se pratiquait le plus. Donc, du coup, j'essayais de comprendre pourquoi, quels étaient les mécanismes qui se jouaient chez l'être humain, pourquoi finalement il était contre le fait qu'on utilise la femme en tant qu'objet, et finalement, c'est ce qui marchait pour son acte d'achat. Et donc, j'essayais de creuser là, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il en est ressorti, brièvement? Ce qu'il en est ressorti, effectivement, c'est cette double mécanique, en fait. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir les choses, en fait, il y a certains axes, et donc on peut aller sur le terrain de la manipulation, du coup, après, derrière, qui font qu'on réagit. On réagit avec nos émotions, et là, on est plus dirigé. Donc, moi, j'avais 2 chercheurs qui travaillaient avec moi, et un qui était en théorie évolutive pour la voie 1. Les théories évolutives, c'est l'instinct de survie. Donc, pour lui, l'individu, c'était soit instinct de survie, peur, soit intellect. Donc, évidemment, il vaut mieux dans ce cas-là basculer dans l'intellect, parce que l'instinct de survie ne nous fait pas faire de bons choix. Et moi, c'est là où je n'étais pas d'accord. Je disais, mais non, il n'y a pas que la peur dans l'élan premier. Il peut y avoir l'amour aussi, en fait. Il n'y a pas que la peur. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vivais. Et donc, du coup, je ne sais plus. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce qu'il en a ressorti de manière synthétique? De manière synthétique, c'est qu'effectivement, il y avait le fait que les gens n'en voulaient pas, et pourtant, quelque part, leurs actes l'encourageaient. Okay. Il y avait une incohérence, en fait. Oui, ce qui n'est pas étonnant, mais on en revient à la manipulation, parce que c'est avant tout quand même de la manipulation. Bah oui, forcément. Et c'est exactement ça. Donc, je me suis beaucoup intéressée aussi à la manipulation, etc. Mécanisme manipulatoire. On a une question de Victoria que je vais afficher. Comment peut-on réellement distinguer la guérison des blessures affectives de leur simple suppression? Et quel rôle joue la conscience de soi dans le chemin vers le bonheur authentique? Merci. Donc, 2 questions nulles là. Hein, oui. La guérison affective par rapport à la suppression, je ne crois pas qu'on supprime une blessure affective, on l'accueille et on la transforme. Et donc, on en fait quelque chose de positif. Je ne pense pas enfin, encore une fois, tout ce qui est orienté vers le combat, vers le rapport de force, c'est en général pour moi pas la bonne solution. Donc, une blessure, on l'accueille et après, on la transforme. Ça veut dire qu'elle reste en nous comme un souvenir, mais finalement, comme on l'a transformée, qu'on en a eu le sens et la leçon, elle n'est pas désagréable. Elle devient une force. C'est un principe de résilience. Voilà. Ça, c'est pour la blessure. Et la deuxième partie, c'était par rapport à la conscience de soi. Oui. Quel rôle joue la conscience de soi dans le chemin vers le bonheur authentique? C'est essentiel, en fait. Parce que c'est essentiel, si on veut pouvoir déjà diriger sa vie en conscience, justement, il faut avoir la conscience de soi. Autrement, on se laisse diriger par l'extérieur ou par les circonstances. Donc, et effectivement, la notion de bonheur, c'est une notion de libération aussi, et qui demande une libération, enfin une plénitude de soi. Donc, ça demande la conscience de soi. Ouais, c'est le chemin, en fait. Oui, moi je ferais même un distinguo, parce que j'ai envie de dire sur l'ensemble des êtres vivants sur notre planète, je crois qu'on est les seuls êtres humains à avoir la conscience de nous-mêmes, si je me trompe pas. Donc moi, peut-être que je reformulerai la question, tu me diras, Victoria, si c'est ça. Je dirais, et quel rôle joue la connaissance de soi dans le chemin vers le bonheur authentique? Parce que je trouve qu'il y a une différence entre conscience de soi et connaissance de soi. Ouais. Oui. Et l'acceptation, du coup, connaissance et acceptation de soi, tu le mets avec? Ah bah oui, ça va de pair, bah oui. Plus tu apprends à te connaître et plus tu es dans l'acceptation, normalement. Enfin, je nous le souhaite à tous. Oui, mais il faut pas l'oublier, je crois. Ouais. Et effectivement, ça fait partie déjà d'une relation positive à soi. Ça crée une relation positive à soi. Et quand on a une relation positive à soi, par effet miroir, on a une relation positive à l'autre, en fait, à l'extérieur. C'est donc tout travail intérieur, effectivement, amène, et ça devrait être le but, mais un travail d'apaisement, pas un travail de force et de volonté, un travail justement de guérison, d'apaisement, de transformation positive. Moi, je suis vraiment dans cette démarche-là. Je ne suis pas dans le fait de forcer les choses. Je suis vraiment dans le fait de les accueillir, et quand on les a accueillis pleinement, d'en faire quelque chose de beau. Donc oui, la relation à soi, si elle est positive, forcément, on gagne en bonheur. On gagne à bonheur à être au quotidien, quoi.
Ouais, complètement, oui. Surtout dans une société qui nous apprend pas le savoir-être et la connaissance de soi. Ouais. Ouais. Bah, c'est là où merci pour tout ce que tu fais, Julien, parce qu'il y a plein de monde qui cherche dans ce domaine-là il faut y aller là, hein, parce qu'on est loin, on est loin. Et Ouais. ça, c'est important, des gens très dynamiques et actifs comme tu fais, enfin voilà, pour vraiment essayer d'informer. Il manque d'informations, de connaissances, il manque Très de... clairement. Voilà. Très clairement. Alors après, pour rassurer peut-être les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, on est des millions de personnes à se mobiliser. Moi, je suis un tout petit maillon dans la chaîne. Parfois, on se rend pas trop compte. Il y a des gens qui ont commencé bien longtemps avant moi. Moi, ça fait que 23 ans, j'ai envie de dire. Il y en a, ils ont commencé il y a, je sais pas, un siècle. Hein. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Par contre, effectivement, je te rejoins là-dessus. Il y a un manque d'information crucial et notamment le fait de savoir, tu vois, par exemple, si les gens savaient qu'on était des millions aux quatre coins de la planète comme ça à se mobiliser pour semer les graines, pour inspirer les gens, pour accélérer les prises de conscience, je pense que ça changerait aussi un petit peu l'inconscient collectif. Complètement. Après, moi, dans mon quotidien, j'en ai pas tant que ça, en vrai. Hein. Des gens qui sont dans cette dynamique-là. Dans ma microsphère. OK. Mais effectivement, oui. Donc, c'est pour ça, je pense que, je sais pas statistiquement combien on représente, des gens qui ont envie que ça évolue positivement. Mais statistiquement, c'est pas énorme, même si on est nombreux. Non, c'est pas énorme. Alors moi, de mon prisme, tu sais, moi, je suis né dans une famille où on parle de tout ça. J'ai 46 ans. Donc, on va dire, à titre perso et pro, sachant que je suis optimiste et positif, je pense qu'il y a peut-être 20% de la population, ce qui est déjà beaucoup. La loi du 80-20, oui. T'es optimiste, je le souhaite. Je le souhaite. Ouais, j'ai l'impression. Après, j'ai bien conscience que je me suis créé un microcosme, tu sais, avec le temps. Et donc, bien évidemment, l'univers dans lequel je baigne, les gens avec qui je suis en contact et que je rencontre sont des gens qui sont comme moi. J'ai parfaitement conscience de ça. Mais en même temps, je vois aussi l'évolution. Je te donne juste un exemple. Quand j'étais petit, moi, je faisais des câlins aux arbres hein, parce que je trouvais que ça me faisait du bien, mais je ne savais pas pourquoi. On me prenait pour quelqu'un de bizarre. Maintenant, on appelle ça la sylvothérapie. Donc, tu vois, il y a pas si longtemps que ça, en fait, en réalité. Quoi. On ne pouvait pas parler de méditation et de yoga il y a 20 ans en arrière, sinon on était des gens bizarres. Même de chakra. Même de chakra. C'est ça. Maintenant, il y a Petit Bambou, par exemple, qui propose d'apprendre la méditation en application. Il a des millions de personnes, tu vois. Donc, c'est quelques exemples comme ça, et j'en ai toute une liste qui montre que finalement, quand même, on avance. Donc, forcément, ça sensibilise aussi de plus en plus de personnes. Mais j'aimerais bien... Alors, moi, je viens de l'opposé. Moi, je viens de l'univers où il n'y a pas de psychologie, où il n'y a pas de bienveillance, où c'est du combat en permanence. Donc, ça a été notre chemin, du coup. Et ouais, chacun son chemin. Hein. Chacun son chemin. Il n'y en a pas forcément un qui est mieux qu'un autre. Tu sais, par exemple, on pourrait se dire, tiens, c'est cool, c'est plus simple pour Julien parce qu'il a commencé très tôt. Mais en même temps, je peux te dire, je me retrouvais bien seul à l'époque. Et c'est pas forcément évident non plus d'être seul, tu vois, dans ton univers, parce que tu as l'impression que tu es vraiment le mouton noir parmi tous les moutons blancs. Enfin, c'était assez compliqué. J'ai une question de Mathilde. Mathilde qui nous dit, bonjour, les blessures peuvent-elles être évitées pendant l'enfance? Non. Non, parce qu'en fait, pour moi, après, il y a blessure et blessure. Hein. Il y en a qui vont devenir toxiques pour soi, et puis il y en a avec lesquels on peut vivre. Hein. Et qui vont exacerber une forme de sensibilité ou autre, mais qui ne sont pas, on va dire, dramatiques pour notre évolution. Mais non, parce qu'en fait, pour moi, dans ma perception des choses, l'être humain, quand il s'incarne en tant que bébé, il arrive avec l'amour inconditionnel. Et il aime inconditionnellement ses parents, donc il est prêt à se transformer pour répondre aux désirs de ses parents, à la fois pour une nécessité, on va dire, psychique et biologique, mais aussi avec le cœur. Aussi parce qu'il aime inconditionnellement. Il vient dans l'ouverture. Et en fait, pour moi, comme je crois en l'âme et que j'y crois corporellement, j'ai envie de dire, la dimension de l'âme est une dimension, effectivement, quand on monte, je sais pas, après, j'ai pas de connaissances, j'ai pas fait de développement spirituel, mais c'est pour moi, il y a un stade où les âmes sont en fusion les unes avec les autres. Donc là, on est et en même temps, elles ont une identité. Donc on est pour moi là dans un concept d'amour inconditionnel. Et pour moi, on a le souvenir un peu de ça. Et quand on arrive, en fait, nous, on vient de là. Et quand on arrive sur Terre, dis donc, c'est des générations et des générations de blessures d'affect, justement, et de manque d'amour, qui créent des manques d'amour. Et en fait, on prend notre paquet quand on débarque et on expérimente sur Terre
le manque d'amour, donc la blessure. Et après, le but, effectivement, c'est de combler et de grandir en cœur et conscience. Mais oui, non, je ne pense pas que ce soit... Même une maman tout à fait... ou on va dire la maman qui est très importante dans la construction de l'affect, même une maman tout à fait bienveillante, à ses propres prismes, à ses propres manques d'amour qu'elle va transmettre en fait nécessairement, énergétiquement, presque à son enfant. C'est clair. Donc voilà, on peut pas, mais c'est pas, faut pas voir la blessure comme la blessure, c'est là l'image qui me vient, c'est une fissure par où passe la lumière en fait. Donc il y en a qu'il faut vraiment réparer parce qu'elles nous empêchent de vivre correctement et de manière positive, mais il y en a qui peuvent être juste dorlotées, enfin accueillies et voilà, il y a c'est aussi notre humanité, la blessure, en fait. Je suis d'accord. Ça me fait penser à ce que j'appelle, moi, les bombes émotionnelles. Tu sais, en fait, alors souvent, ça arrive quand on est en couple. Donc, voilà, tu es en train de discuter avec quelqu'un sur un sujet où tu vas dire quelque chose, puis d'un coup, la personne en face de toi va surréagir. Donc, elle peut, je sais pas, se mettre à pleurer, être en colère, partir. Enfin, c'est vraiment une surréaction. Donc, la personne qui vit déjà ce moment-là et elle-même, je pense, ça doit être très bizarre et surprenant parce que justement, ça vient réveiller quelque chose de l'enfance. Donc, du coup, probablement une blessure affective de l'enfance. Est-ce que toi, tu parles aussi de tout ça dans tes activités, moi, ce que j'appelle les bombes émotionnelles? Alors moi, mon travail, c'est la guérison de l'affect. Donc en fait, effectivement, dans un premier lieu, la personne, elle va m'expliquer sa problématique, enfin ce qui est récurrent dans sa vie présente. Et on va essayer de voir le schéma qui se joue, le schéma affectif qui se joue. Et ce schéma est souvent en lien, effectivement, avec la petite enfance. Parce que avant 7 ans, l'individu a le préfrontal qui est structurellement pas mûr. Donc, il n'est pas en capacité de conscience. Il n'a que des expériences émotionnelles et corporelles, quasiment. Et donc, du coup, on essaye de voir quand est-ce que ce mécanisme automatique s'est mis en place. Et effectivement, pour revenir à la source. Donc oui, nous, ce chemin-là de la bombe émotionnelle est en lien avec une blessure de la face, de l'enfance, pour moi, je le fais en conscience en thérapie, en fait. C'est justement amener les gens à prendre conscience de ça et pour pouvoir aller réparer l'endroit où ça fait mal à la source, en fait. Ben oui, c'est ça. Ouais. Et une fois qu'on est dans l'émotion, on n'est plus dans la raison. C'est ça le problème, c'est que quand on est dans l'émotion immaîtrisée et irrationnelle, en fait, automatique, on ne peut pas y mettre l'énergie raison qui fait qu'on est en capacité de choix conscient. C'est pour ça que c'est important de prendre du recul, d'apaiser, pour pouvoir avoir tout ce potentiel à la fois émotionnel et rationnel. Complètement. Tu sais, on le disait un petit peu, là, face à une population, on peut se dire il y a peut-être 80% des gens qui ne se connaissent pas. Comment une personne là, qui nous écoute pourrait se dire comment je peux avoir accès en fait, à cette blessure affective si elle n'en a même pas elle-même conscience? Mais moi, je viens de bon terrain parce que je viens voilà, mon entourage familial est en plein dedans en général, quoi. Donc, on peut pas. La personne, elle va pouvoir travailler sur elle-même dans cette dimension-là que quand elle est prête, en fait. On ne peut pas forcer le timing. C'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas prête, c'est comme s'il y avait un trop-plein d'émotions qui lui empêchait d'avoir accès à la conscience d'elle-même, en fait. Donc, du coup, des fois, c'est vraiment par petites touches. Alors, comment montrer qu'il y a un problème, en tout cas? On va revenir sur le factuel. Le problème, c'est que si la personne, dans sa vie, elle vit toujours la même chose et qu'après, elle est malheureuse de ça, c'est plutôt que de dire « je suis victime », c'est de dire « qu'est-ce que je peux faire en moi pour améliorer la situation ?» Et là, on peut commencer à aller regarder ces schémas. Mais si on constate que c'est toujours la même situation qui se joue et on dit c'est toujours moi, je suis toujours la victime d'eux, ou il y a toujours un méchant autour de moi, etc. Ça, là, on n'avance pas, en fait. Et ce choix-là, de basculer de la conscience c'est un choix de responsabilité, on va dire. Ce choix-là, moi, aujourd'hui, je pense qu'on peut pas le forcer chez une personne. Par contre, on peut se positionner de sorte que nous, on n'y participe pas. Et dans ce cas-là, la personne, elle se prend une espèce d'effet retour très rapide. Et c'est peut-être assez efficace pour qu'un jour, elle prenne sa responsabilité. Mais avec bienveillance. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais je réfléchis toujours à ces 80%, tu vois, qui ne sont pas du tout
Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que l'humour? Ouais. Bah oui. Pour moi, là, il faut avoir un positionnement. Celui qui est conscient, il doit avoir un positionnement impeccable, en fait, pour justement encourager. Enfin, dès que quelqu'un qui n'est pas conscient de lui-même joue nécessairement des rapports de manipulation avec le triangle de Karman. Bah oui. Quand on n'est pas conscient de soi, en fait, ben, on va essayer de s'appuyer sur tout le monde, en fait, sur l'extérieur. Et donc, celui qui est conscient, lui, son job, c'est de ne pas rentrer dans ces rapports-là. Donc, d'avoir un positionnement qui ne rentre pas dans la victime, le bourreau ou le sauveur. Et là, on peut commencer à établir d'autres relations, mais on ne peut pas forcer les gens à y aller. C'est juste un positionnement qui fait qu'à un moment donné, ils se prennent le truc tellement fort, le mur, que bon, ben... Oui, ça les fait réagir, quoi. Et à un moment donné, voilà. Mais si tous les gens qui avaient conscience, en fait, et en bienveillance se positionnaient correctement, le problème, c'est que des fois, la conscience est associée avec un cœur ouvert, en fait. Ouais. Mais à mon avis, si tous les gens avaient un positionnement très clair et très bienveillant vis-à-vis d'eux-mêmes, et donc ce cœur ouvert à l'autre, mais pas de manière sacrificielle, ça pousserait. Alors, je vais le formuler autrement. Moi, dans mes textes, je parle d'abuseur-abusé. Ouais. Dans la relation de manipulation, il y a un abuseur, un abusé. Il y en a un qui prend l'énergie, il y en a un qui est volé dans son énergie vitale. La solution, pour moi, elle est dans la main de l'abusé. C'est-à-dire que l'abuseur n'a pas d'intérêt à changer sa posture, c'est lui qui gagne là. Par contre, si l'abusé trouve un moyen d'arrêter d'être l'abusé et se positionne en respect de lui-même et en amour de lui-même, l'abuseur, il n'a plus sa place, en fait. Ben oui, forcément. Ouais, donc, c'est vraiment la clé, elle est dans les gens de conscience, mais avec un positionnement dans le masculin et dans le féminin juste, en fait. Ça, c'est le monde idéal, hein, parce que ça nécessite tellement une conscience de soi. On a Pluie d'étoiles, magnifique nom, qui nous dit « Peux-tu expliquer le triangle de Karpman ?» Oui. Le triangle de Karpman, c'est les relations. Alors voilà, on peut dire que... Enfin, moi, je pense qu'il y a plus de 80% de relations manipulatoires en vrai. Ah, carrément. Ah ouais. Ah ouais. Et après, on a peut-être un prisme du fait de nos expériences de vie différent sur les statistiques. Ben oui, bien sûr. Voilà. Mais le triangle de Karpman, c'est qu'on joue un rôle, en fait, dans la relation. On se positionne soit en victime, soit en bourreau, soit en sauveur. Et donc, on est dans une relation et à un moment donné, c'est intéressant de vérifier, alors, dans cette relation qui n'est pas agréable, on va dire, quel rôle je joue? Est-ce que je me positionne en victime? Est-ce que je me positionne en sauveur? Ou est-ce que je me positionne en bourreau? En général, c'est difficile pour l'ego de reconnaître qu'il est le bourreau. C'est rare. Donc, on va plutôt tendance à dire, je suis victime ou je suis sauveur. Sauveur, ça, l'ego, il aime bien, en fait. Et en fait, pour moi, c'est la même chose qui se joue. On reste dans les rapports de manipulation, parce que s'il y a un sauveur, c'est qu'il y a une victime et un bourreau. Donc, pareil, les sauveurs qui ont en général quand même un peu plus bon cœur, puisqu'ils ont de l'énergie à donner à l'autre. C'est quand même des gens qui sont plutôt déjà positifs. C'est mieux que le bourreau. Mais il faut qu'ils prennent conscience que leur positionnement aussi n'est pas juste, en fait, parce qu'il empêche la victime, par exemple, de prendre ses responsabilités et de grandir en elle-même. Bien sûr. Voilà, donc la clé, pour moi, elle est aussi du côté du sauveur, qui peut arrêter de se positionner comme ça. C'est un très bon exemple parce que ça m'est déjà arrivé dans une de mes relations et donc je vois très bien le schéma et donc pourtant moi je connais en fait tout ça, tu vois, j'avais le mapping, mais en fait je me suis fait avoir dans le sens où je suis devenu le thérapeute. Tu vois, c'était tellement en fait une évidence que en fait tu as envie d'aider ton prochain encore plus quand c'est ton compagnon ou ta chérie. Donc je donne mon exemple pour montrer aussi que même si tu es déjà dans le développement personnel, dans la connaissance de soi et tout, etc., tu peux te faire avoir en fait dans ce triangle. Donc il faut vraiment être très vigilant en fait, j'ai envie de dire, dans notre vie du quotidien quand des situations comme ça peuvent venir dans nos relations. Ah mais moi aussi, hein, je te rassure. Ah oui, peut-être qu'on l'a tous. On est tous. En fait, c'est à un moment donné, on prend du recul par rapport à la situation et on se dit, ok, comment faire un pas de côté pour sortir de ça, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que tout thérapeute a un côté sauveur à travailler quand même en général. Hein. Oui, sûrement. Oui, c'est possible. Après, moi, je me considère pas comme un thérapeute. Hein.
On a une autre question donc de Victoria qui nous dit dans quelle mesure nos blessures affectives façonnent-elles notre perception du bonheur et comment apprendre à s'en détacher sans perdre notre capacité à aimer pleinement? Ça fait 2 questions. J'aime bien aussi. Ouais. Alors pareil, la première partie, c'est dans quelle mesure, est-ce que tu peux leur afficher le petit… Ouais, dans quelle mesure nos blessures affectives façonnent-elles notre perception du bonheur? Je pense que quelque part, en fait, spontanément, peut-être qu'un enfant, il tend vers le bonheur quand il naît, en fait. Mais en fonction des limites qu'il va rencontrer, il va changer ses croyances et du coup, il va pas les changer, il va les construire en fonction des limites qu'il rencontre. Et du coup, il va définir un petit peu son bonheur en fonction de ce qu'il vit. Donc, chacun a sa propre définition du bonheur et pour pouvoir avoir une définition consciente et plus large, ça demande déjà d'aller regarder en soi qu'est-ce qui nous rend heureux, en fait, qu'est-ce qui nous rend véritablement heureux et pas, parce qu'on a tendance quand même… de manière un peu structurelle, à répondre aux désirs de l'extérieur dans un premier temps. Et en fait, le but pour accéder au bonheur, c'est de commencer à répondre à ses propres désirs, déjà. Et donc, oui, effectivement, dans quelle mesure, mais complètement, c'est interrelié pour répondre à la première partie de la question. Et la deuxième partie, excuse-moi, parce que du coup, elle était complexe. Comment apprendre à s'en détacher sans perdre notre capacité à aimer pleinement? C'est une très belle question parce que c'est pas évident. Et justement, même dans l'apprentissage, quand moi je suis très énergie masculine, énergie féminine, et trouver l'équilibre entre les deux en soi. L'énergie féminine, c'est une énergie d'accueil inconditionnel de ce qui est, c'est la grande ouverture. Et l'énergie masculine, c'est une énergie de positionnement, de protection, on tranche. Et effectivement, et le cœur, il a besoin des deux pour pouvoir être ouvert. Il a besoin qu'on le protège parce que par nature, il est sensible, il est fragile. Donc, il a besoin de cette énergie de protection autour pour pouvoir être ouvert et en sécurité. Et effectivement, des fois, dans certaines situations, moi en plus récemment, tout à fait ce matin, dans ce que je vis là en ce moment, effectivement, j'ai eu un comportement que j'ai trouvé pour moi très dur vis-à-vis d'une jeune en plus, d'une jeune fille. Mais je ne pouvais pas avoir un autre comportement. Et là, c'est moi qui prône la bienveillance et qui suis plutôt là-dedans en général, j'ai eu un comportement très… et donc… est-ce que c'est pas là notre humanité aussi en fait? Là, effectivement, avec moi, il y a eu un problème je n'ai pas encore tout à fait la clé de ce qui est juste entre mon positionnement mon positionnement ferme et la bienveillance. Mais je crois que c'est l'équilibre qu'on cherche un peu dans notre quotidien, dans nos relations en permanence. C'est pas évident. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est pas évident en fait. Peut-être que c'est venu résonner sur quelque chose qui est lié à ta propre vie, à ton enfance, et donc du coup ça t'a amené à être tranchant, ça se trouve. Moi, j'apprends à être tranchante dans mon parcours, en fait. C'est vraiment, au départ, j'avais un peu trop le cœur ouvert et du coup, un peu trop exposée tout le temps, quoi. Et j'apprends à me protéger. C'est ça mon parcours un peu. Okay. Et quand je me protège, quand je mets une limite, c'est un peu… ça me semble incohérent par rapport à ce que je prône et ce que je recherche, parce que je recherche de l'amour. Voilà. Et donc, du coup, c'est de trouver le truc qui est assez juste. Et là, en plus, vis-à-vis d'une jeune, moi qui protège énormément les enfants, mais il me semble que c'est le positionnement juste. Mais il n'est pas évident. Il est pas évident. Donc, effectivement, des fois, j'ai l'impression de perdre en humanité ou en empathie quand je me positionne ferme. Ok. Mais en fait, c'est pas. En fait, c'est là où moi, je fais la distinction entre l'empathie et la compassion. L'empathie, c'est cette qualité féminine de fusion avec l'autre, émotionnelle, psychique, etc. La compassion, on est dans l'amour complet, mais on est dans un positionnement en fait en respect de soi et de la justesse de la situation quelque part. Tu vois Ah oui, je suis d'accord. Ah oui, moi enfin, tu prêches un convaincu. C'est ce juste équilibre. Oui, c'est clair. C'est ça, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Ah non. Ah bien sûr, c'est pas évident. Mais après, je trouve que c'est un peu comme beaucoup de choses. C'est comme un muscle, tu sais, tout ça finalement. C'est à force d'entraînement, on va dire, que ça devient de plus en plus évident. S'il y a des situations qui se reproduisent un peu similaires, c'est plus simple après d'être tranchant, enfin en tout cas de trouver
une fois de plus le juste équilibre. Mais il faut que des situations similaires se reproduisent dans ta vie, quoi. Alors ça, pour moi, en tout cas, c'est ce que j'observe dans mes accompagnements. D'accord. La vie, elle est parfaite. Hein. Ok, bah oui, Elle normalement. amène, bah ouais, enfin, Bah oui. elle est parfaite. En fait, il faut être tout à fait humble avec ce qu'elle nous amène parce qu'effectivement, c'est en justesse. C'est clair. C'est en justesse, en fait. Ça Bah, peut pas faire mieux. sous condition que tu dresses tes antennes et que tu sais observer pour en tirer la substantifique moelle et justement que ça te permette après de continuer d'avancer, quoi. On a une autre question de Fatia. Alors Fatia, pour une personne anxieuse ayant subi des psychotraumas, difficile pour lui de maîtriser son cortex frontal pour avoir du recul sur ses blessures affectives et aller vers la résilience. Que recommandez-vous dans ces cas-là ? Une thérapie. Mais parce qu'effectivement, en fait, moi, j'ai une histoire personnelle vraiment traumatique sur le plan psychologique et affectif. Mais j'ai dû tout refaire, le féminin, le masculin. Et vraiment, en fait, je me suis plongée dans la compréhension de la mécanique affective pour trouver des solutions. Parce que moi, j'en étais à 35 ans, j'avais 35 ans, et je me dis, mais en fait, j'ai beau tout essayer, ça marche pas, quoi, en fait. J'y arrive pas, je suis encore... je me voyais fonctionner parce que j'avais la conscience, j'avais fait de la psychothérapie, mais je n'arrivais pas à changer mes mécanismes automatiques, je n'arrivais pas à transformer l'intérieur, en fait, et à l'apaiser. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée dans la thérapie affective, c'est pour aller confronter cette partie-là, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, la psychologie, elle n'apporte pas de solution sur le plan, dans cette dimension-là, en tout cas. Elle apprend à faire avec, mais elle n'apprend pas la libération. Alors, il y a des outils qui sporadiquement vont permettre des libérations, mais là, pour le coup, il n'y a plus la psycho. Oui. Il n'y a plus et donc du coup les gens vont avoir des émotions et des fois si c'est pas géré, contrôlé, on doit structurer, ça peut être presque pire. C'est pour ça que moi je me suis intéressée à ça parce qu'il y avait un vide pour moi, en tout cas pour moi il y avait un vide et j'avais envie d'y arriver, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens où je trouve que quasiment toutes les thérapies en réalité sont complémentaires. Si tu fais par exemple que de la psychothérapie, je trouve que c'est en soi en réalité pas suffisant. Et si tu passes un peu aussi à côté de la psychothérapie, ben ça peut être aussi compliqué, quoi. Parce que c'est bien en fait de vouloir prendre soin de soi, de tester, tu sais, différentes techniques et de thérapie, mais parfois t'es pas préparé à ce que ça va déclencher et comment tu pourras après toi l'accompagner, quoi. Donc moi j'invite toujours les gens à bien réfléchir avant d'aller voir n'importe quel thérapeute dans n'importe quel style, parce que forcément ça va déclencher d'autres choses et là il faut être prêt à pouvoir les gérer. Complètement. On a Fatia qui te dit rassure-toi, Aurélie. Si vous êtes assertive, vous êtes bienveillante et en étant dans le vrai avec autorité et diplomatie. Ça me fait penser à la CNV avec le grand Thomas de Sambourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Merci. Merci. Ouais, c'est super ce qu'il fait d'ailleurs, Thomas, dans le domaine de la qualité de formateur, de transmetteur. Et effectivement, la communication, c'est un axe aussi dans mes recherches qui arrive, mais après les blessures affectives, mais qui permet de communication non violente, de construire le nous ou la relation, quoi, de confronter la dualité. Donc oui, tout à fait, ouais. C'est ça, ouais. Est-ce que dans ton approche, par exemple, les gens qui viennent te voir ou toi aussi à titre personnel, est-ce que ça concerne uniquement la relation de couple ou c'est aussi les relations tout simplement intersociales qu'on a dans notre vie de tous les jours, les amis, la famille, les collègues, ou est-ce que c'est très centré autour de l'amour, en fait, ton approche ? Non, il y a de tout, parce que ça peut même être des états anxieux qui ont pour origine l'affect. Mais après, effectivement, les miroirs les plus grossissants des troubles affectifs, ça va être la relation amoureuse et la relation aux enfants. Ça peut être au patron, mais c'est moins grossissant. Par contre, dans la relation amoureuse, pourquoi c'est un miroir grossissant? Parce que intervient la notion du désir, en fait, qui part du chakra racine. Moi, dans mes recherches, j'ai fait un lien entre la science orientale et occidentale. Et la barque d'amour racine, la barque d'amour de soi qui structure son énergie féminine et masculine, c'est dans les racines, dans l'affect racine enfant avant 7 ans. Okay. Et donc, là aussi, c'est à ce moment-là que se crée la pulsion du désir, largement étudiée par Freud.
Et donc, du coup, dans les relations amoureuses actuelles qui sont construites essentiellement sur cette pulsion de désir, effectivement, on a un gros miroir de nos blessures affectives. Et par rapport à l'enfant, par rapport à son enfant, ou aux enfants en général, mais en particulier à son enfant, on a souvent le comportement avec son enfant en lien avec le comportement avec notre enfant intérieur. Et si on n'a pas conscience de notre enfant intérieur, de ce que l'on est dans notre partie affective, on va effectivement reproduire en positif ou en négatif ces traumas et transmettre nos traumas à nos enfants. Donc la relation enfant, voilà, la relation. Mais bon, après, ça c'est la théorie, mais en pratique, dans mon cabinet, effectivement, je suis identifiée beaucoup dans les relations amoureuses, oui. Mais tu vois, je me dis à chaque fois, ça serait tellement bien. Là, je vais isoler la parentalité. Tu vois, qu'on nous dise tout ça, qu'on nous explique tout ça avant de se lancer en tant que parent. Ouais. Tu vois ? Tellement. Bah, moi, j'ai galéré, hein. Justement, oui. Je veux bien le croire. Et voilà. Et donc, du coup, j'aurais aimé, effectivement, je suis allée chercher ce que j'aurais aimé apprendre, en fait. Effectivement, oui, il manque des. Et en plus, des manières simples. Des manières simples d'aborder les choses. J'adore quand c'est simple et quand c'est évident. Ouais, c'est ça. Donc, il manque ça. Mais du coup, je me demande, est-ce que ça n'amènerait pas les futurs parents peut-être à se dire, bon, bah peut-être qu'on n'est pas prêt, quoi, tu vois ? Je sais pas si pour moi, il y a toujours du sens dans le fait d'avoir des enfants ou pas. Et c'est certainement pas un choix rationnel. Okay. Donc, du coup, si on en a besoin quelque part ou si ça fait partie de notre chemin de vie, on va les avoir ou on va pas les avoir. Mais je sais pas si après, effectivement, il y en a qui vont rationnellement dire, parce que la société aussi presque le justifie, d'ailleurs, on fait pas d'enfants, quoi. Mais j'en fais partie. Moi, oui, ce que je comprends, mais ce que je comprends d'un point de vue rationnel. Après, et peut-être aussi d'ailleurs d'un point de vue affectif, mais dans mon parcours à moi, c'était hyper nécessaire de passer par cette confrontation aux enfants. Ouais, mais c'était un choix qui s'imposait. Je comprends. J'aurais pas pu dans la dimension rationnelle. Je comprends, mais c'est un très bon exemple parce que, bon, après, c'est un autre sujet, on va pas s'étaler là-dessus peut-être, mais justement, moi, je me pose la question de est-ce que beaucoup de parents vivent ce que toi, tu as vécu, tu sais, où tu sentais que c'était comme un passage obligatoire en réalité pour toi. Je me demande s'il n'y a pas une espèce de conditionnement sociétal qui nous pousse à devenir parents plus qu'autre chose. Et aussi, surtout, un déracinement de soi. Ce qu'on constate, je trouve beaucoup, c'est que les gens, en fait, ils sont complètement coupés d'eux-mêmes. Mais oui. Moi, j'ai eu l'avantage, malgré un parcours compliqué, d'être toujours quand même perdue, souvent, mais quand même en quête de moi-même. Ouais. Les gens, des fois, ils sont même pas en quête d'eux-mêmes, en fait. Non. Donc là, waouh, c'est... C'est encore plus compliqué. Tu sais. Et ouais, c'est compliqué. Je peux le dire rapidement. Quand j'ai réalisé le film C'est quoi le bonheur pour vous, tu sais, j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays. Et moi, j'aime bien dormir chez les gens. Donc, quand je me déplaçais, je dormais beaucoup chez les gens. Et quand ils avaient des enfants, je leur posais la question, pourquoi vous avez fait des enfants ? C'est une vraie question, je trouve. Parce que je me demandais déjà s'ils s'étaient posé la question avant de faire des enfants. Et donc, il y a eu, je crois, 3 ou 4 réponses qui sont ressorties le plus. Grosso modo, hein, c'est on a fait des enfants parce que c'est normal de faire des enfants. On a fait des enfants parce que on a peur d'être seul plus tard. On a fait des enfants parce que on pensait que ça allait raviver la flamme de notre couple. On pensait, donc on sent que c'est peut-être pas le cas. Et parce que c'est une fierté. Donc ils étaient fiers en fait de leurs enfants, comme une réussite, tu sais, comme s'il y avait eu quelque chose peut-être qu'ils avaient raté à un moment donné. Et il y en a très très peu. Et je pense qu'à la louche, d'avoir une centaine de parents, à mon avis, à qui j'ai posé la question, il y en a très très peu qui m'ont dit par amour inconditionnel ou parce que tu viens de dire, par exemple, tu vois, on sentait que tu étais animé visiblement de quelque chose qui était vraiment important pour toi. Il y en a très peu, tu vois, qui m'ont dit ça. Donc je trouve que c'est questionnant quand même. Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est intéressant d'avoir ce regard statistique un peu sur les choses. Ouais. Carrément. Il y a Fatia qui nous dit on devrait créer une université des parents à développer peut-être. Ah oui, mais c'est un peu ce que tu fais, Julien. Oui, tu es dans cette dynamique-là. Tu n'as pas un enfant, tu en as 1000.
T'en as 100 000. C'est un peu ça, ouais. Mais d'ailleurs, j'en profite, petite promo. En fait, on a créé un site qui s'appelle éducationpositive.fr. Et en fait, on a vraiment mis tout notre cœur là-dedans parce que c'est le même principe que le cahier les 1000 premiers jours que tu dois connaître sûrement. Les 1000 premiers jours, ouais. Oui, je connais, mais je ne l'ai pas lu. Oui. Ok. Et en fait, c'est le même principe dans l'idée justement d'aller sensibiliser les futurs parents avant de se lancer. Donc en fait, on a interviewé une vingtaine de professionnels dans des activités vraiment diverses et variées pour qu'ils aient un maximum d'infos avant de se lancer dans la grande aventure d'être parent. Voilà. Donc oui, c'est bien. Et cet accompagnement, souvent l'enfant, il représente le symptôme en fait. Et les parents, typiquement en fait, qui font pas de travail sur eux, et l'enfant a des difficultés, le problème, ça va être l'enfant. Ouais. Et encore, il y en a qui reconnaissent même pas que l'enfant a un problème. Hein. Bon, là, on est encore dans un autre stade, et donc, et là, juste dire que, en fait, ce qui fera le plus progresser les choses, et ça, par contre, je l'ai vérifié 1000 fois, c'est la transformation du parent. C'est pas si le parent se transforme, devient plus accueillant et sécurisant, l'enfant va mieux. Point. C'est clair. Donc effectivement, on pourrait apprendre, oui. Et je crois qu'on peut même le transposer de manière plus globale à l'échelle de notre planète. C'est-à-dire que c'est notre responsabilité citoyenne, chacun et chacune, d'incarner le changement qu'on a envie de voir dans le monde, comme le disait si bien Gandhi. Tu vois, en sortant du rôle de la parentalité, je crois qu'on peut vraiment le transposer à la société qu'on a envie de voir dans le monde, en fait. Donc, commençons déjà nous par changer. Je me demande si les gens ils se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. En fait, j'ai pas l'impression qu'ils se posent la question et qu'est-ce qu'on veut dans ce monde. En fait, c'est ça le truc, c'est que. C'est ça. Par contre, nous, on peut leur faire poser la question. On peut semer une graine, tu vois. J'espère, oui. Mais ouais, je vois là dans le train de retour que j'ai pris hier là pour revenir à Montpellier, j'ai eu une belle discussion avec mon voisin. Et très clairement, il faisait partie de ces gens qui se posaient pas ce genre de questions. Je suis convaincu qu'avec tout le temps qu'on a eu de discuter, il va aller faire des recherches après sur Internet. Et c'est là où je me dis on a cette responsabilité. Oui. Je vois que le temps file et je pense aux 5 blessures, tu sais, de Lise Bourbeau. Oui. C'est des notions que j'imagine que tu dois aborder ou que tu dois voir très régulièrement. Oui. Ouais. Oui, ça se rejoint. En fait, les blessures d'affect et les blessures d'âme, en fait, surtout la terminologie, rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, effectivement, sont des blessures d'affect. Mais en fait, quand on regarde, pour moi, en tout cas, je distingue un petit peu les choses. Quand on regarde la blessure d'âme, en fait, pour moi, elle appelle ça blessure d'âme. Mais il faut savoir que Lise Bourbeau, elle a pris des données d'un chercheur qu'elle a diffusées au large public. Moi, c'est mes recherches perso, hein, donc c'est pas tout à fait la même chose, en fait. Moi, c'est une expérience personnelle aussi, enfin, c'est un petit peu différent. Et elle, donc, elle utilise le terme âme. Mais moi, pour moi, le chemin de l'âme, c'est un chemin qui tend, et dans mon livre, en fait, j'explique ça. Pour moi, l'âme, c'est une quête de liberté. L'âme, elle a besoin de se sentir libre d'être. C'est le titre de son livre, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est une quête de liberté. Quand on regarde la blessure d'affect, on regarde l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, lui, il a besoin d'amour et de sécurité. Donc, en fait, on ne résout pas la problématique de l'âme et de l'enfant intérieur de la même manière. On va dire que la problématique de l'âme, c'est presque une réflexion. On est plus dans dans quelque chose de positionnement, de philosophique, etc. L'affect, on est vraiment dans quelque chose de thérapeutique pour moi au sens corporel, émotionnel. Et en fait, c'est notre double dimension d'être humain, un peu à la fois spirituelle et humaine. Quand on est sur les blessures d'affect, on traite la dimension humaine de l'individu. Quand on est sur les blessures d'âme, on traite sa dimension spirituelle. Et donc, du coup, c'est pas la même manière de soigner. Voilà. Mais ça se rejoint parce que c'est les mêmes choses. Enfin, c'est les mêmes mots qu'on peut nommer. Enfin, rejet, tout ça, c'est la même chose dans les blessures d'affect. Est-ce que tu penses qu'on a tous au moins une blessure parmi les 5 ? Largement. Largement. Oui, alors là, je veux bien poser la question comme tu fais. Alors, d'après vous, est-ce que vous avez déjà vécu du rejet ? Est-ce que vous avez déjà vécu de la trahison ? Est-ce que vous avez déjà vécu de l'injustice, de l'humiliation et de l'abandon ? Je pense quand même là. À peu près tout, quoi. Hein. Voilà. Je crois que là, voilà. Donc après, la différence peut-être quelque part d'un individu à un autre, c'est comment tu vas transformer ça. En fait, est-ce que ça va avoir une incidence dans ta vie ou est-ce que tu vas réussir à le transformer positivement ?
Exactement. Si c'est Ouais. une blessure qui est ancrée en nous parce que structurelle, créée dans la petite enfance, par exemple l'humiliation. On se sent humilié, on vit une humiliation à 40 ans, mais ça résonne avec une humiliation permanente de notre enfant intérieur. Là, elle va prendre une place énorme, la blessure. Ouais. Si on n'a pas si on a réparé, on a apaisé l'enfant intérieur et la blessure d'humiliation qu'il a pu, il va pouvoir vivre dans l'instant présent de l'humiliation, mais il va en faire complètement autre chose. Il va être résilient par rapport à ça. Tandis que si ça touche une blessure de l'enfance, il va être émotionnellement submergé comme un enfant qui perd ses moyens. Ouais. Et du coup, il va augmenter sa blessure. Ce qui veut dire qu'on devrait tous aller consulter un thérapeute? Ça dépend, non, parce que si on arrive à gérer son histoire de vie, son présent, ce qui compte, c'est le présent. Si son présent, on estime qu'on est aligné à nos valeurs, qu'on arrive à être bien dans chaque instant, en fait, il n'y a pas nécessité de voir un thérapeute. On voit un thérapeute pour essayer d'améliorer quelque chose dans notre histoire présente, en fait. Mais si on estime que tout va bien, Bah ouais, mais regarde, si tu poses la question aux gens dans la rue, est-ce que ça va, la plupart des gens vont te dire ouais, ça va. Par contre, d'ailleurs, j'invite les gens à faire ça. Je sais pas si tu fais ça, mais je trouve ça génial. C'est quelqu'un qui me l'a recommandé. Tu sais, dans la vie de tous les jours, on dit ça va. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un. Ouais. Eh ben, repose-lui la question derrière et demande-lui est-ce que ça va vraiment. Ouais, mais c'est un peu ça par rapport. Et c'est exactement. Enfin là, tu as donné la question et la réponse. En fait, premier niveau superficiel, oui, ça va, mais si on creuse un petit peu, effectivement, mais il y a des personnes, de toute façon, quelque part, je crois qu'une personne qui est complètement épanouie, elle vibre, ça se voit, Oui. elle est solaire. Oui, une personne, voilà, donc après, des fois, il suffit d'observer aussi. Oui, c'est vrai. La personne, elle peut ne pas le voir, mais là, c'est un problème de responsabilité vis-à-vis d'elle-même. Là, j'ai pas la clé, hein. J'ai pas la clé, je sais pas. Alors moi, j'ai des clés, ouais. Parce que justement, c'est les 2 livres que j'ai écrits, tu sais, c'est quoi le bonheur pour vous? Parce que tu parles de rayonnement, etc. Moi, je pense qu'il faut déjà revenir aux fondamentaux. Tu sais, l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, les exercices de relaxation, que ça soit complètement implémenté dans ta vie, tu sais, au même titre que tu prends une douche, quoi, que ce soit la norme, vraiment la norme de tout le monde. Ça, je pense que déjà, si chacun revenait aux fondamentaux et les intégrait dans leur vie, je pense que notre société serait déjà très différente. Oui, mais là, tu oublies les gens qui ont un rapport toxique à eux-mêmes. Les gens qui ne savent pas s'apporter de l'amour et du bien-être. Oui. Les gens pour eux, ils n'ont jamais appris, on n'a pas été bienveillant avec eux. Et donc, du coup, eux, leur habitude, alors on appelle ça zone de confort, mais alors c'est loin d'être confortable, c'est la maltraitance, c'est la souffrance. Et donc là, eux, quelque part, alors, en plus, quand on touche le rapport à la nourriture, le rapport à ce qu'on ingère, si tu imposes ça, tu vas dire aux gens, quelque part, enfin, ils savent qu'ils doivent faire ça, mais ils ne sont pas en capacité de le produire parce qu'ils ont une relation à eux-mêmes qui est problématique. Tu vois, c'est presque même les mettre en sentiment d'échec. Ah oui, je vois très bien. Mais en fait, l'exemple que tu donnes pour moi, ce n'est pas l'exemple de la masse. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des gens en fait qui sont comme ça. Mais la masse, à mon sens, selon mes croyances et ma perception, n'est pas vraiment comme ça. Parfois, tu sais, on parlait de donner l'exemple en tant que parent. Il suffit que déjà toi, en fait, tu donnes l'exemple à travers ton énergie et tout ce que tu es. Moi, je le vois dans ma vie de tous les jours. Tu vois, le fait d'être très discipliné tous les jours dans mon quotidien pour être bien dans ma tête et pour être bien dans mon corps, forcément, je vois que ça inspire les gens aussi autour de moi. Parfois, il suffit pas de les convaincre, mais juste d'être ce que tu es, tu vois. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. C'est pour ça que je me dis que si chacun faisait du mieux qu'il peut, là où il en est, tu vois, du mieux qu'il peut tous les jours, je pense que chacun peut le faire. Et je crois vraiment que ça changerait beaucoup de choses. On serait pas au même niveau, mais chacun ferait du mieux qu'il peut. C'est la porte d'entrée, oui, effectivement, c'est une porte d'entrée qui peut aussi, d'ailleurs, après, nous permettre d'accéder aux choses plus lourdes et plus… Oui. C'est vrai. Oui. Quand j'ai commencé dans le bien-être, coaching sportif, massage, diététique. C'est ça qui, au départ, comment on peut améliorer la vie des gens, mais par le bien-être physique. C'est ça. Voilà. Ouais. Mais des fois, on a des blocages, effectivement, qui ont une autre source. Et il ne faut pas se culpabiliser de ça. Dans ce cas-là, il faut aller voir à l'intérieur
justement, la nourriture, c'est beaucoup l'affect. Hein. C'est beaucoup Oui, l'affect. bien sûr. L'affect, et puis, enfin, moi, à travers la nourriture, j'entends aussi l'aspect médiatique, c'est-à-dire les informations aussi qu'on ingère, tu sais, ce qu'on entend, ce qu'on lit, les gens avec qui on discute, tout ça aussi, ça a un poids. Alors, sur le plan bien-être psychique, tu pourrais rajouter à la zone de base, en fait, ça, Oui, les bien sûr. informations qu'on ingère. Parce que là, en ce moment, nos Oui. jeunes, ça, je crois que c'est le plus polluant, hein, plus que la nourriture. Ah ouais, c'est très compliqué. D'ailleurs, oui, moi je trouve, hein, mais j'imagine que là tu as l'air de partager mon point de vue. Moi je ressens vraiment que là en ce moment, les gens ils vont vraiment pas bien, quoi. Oui. Ah ouais. Mais au niveau de l'information, c'est devenu catastrophique. Et je pense que La c'est lié pollution. justement à ça, ouais. Ouais, c'est ça. On a une question, alors je sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est un peu long. Alors c'est l'association Anteas Paysage. Alors trop de jeunes adultes n'ont pas le temps, problème sociétal, formation scolaire, concours, recherche d'emploi, etc. Ou pas la conscience de réfléchir et de se former à tous ces éléments. Très instructif, merci. Oui, effectivement, tout le monde, ça c'est sûr. Mais bon, moi de mon prisme, je pense que... Oh, vas-y. Ouais, ça devrait être essentiel en fait. C'est pas on est dans l'essentiel là. On n'est pas dans le superflu, on n'est pas dans on le case que si on a le temps d'eux. Non, c'est la priorité quoi. C'est exactement ça. Je veux dire, on est là pour je trouve qu'on a une magnifique planète. Je trouve on est gâté dans ce à quoi enfin je veux dire la vie elle pourrait être géniale et elle peut l'être en fait, tout est là. Oui. Et à un moment donné c'est des fausses raisons que de mettre enfin on s'embourbe de choses qui sont pas essentielles alors que l'essentiel en fait serait là. Oui. Mais ça c'est moi l'incohérence que alors sauf l'expliquer par un système manipulatoire et dans ce cas-là OK, mais autrement c'est complètement incohérent sur le plan humain. Sur le plan humain, on a un fonctionnement complètement incohérent. Tout à fait. Ça devrait être une priorité. Tout à fait, exactement. Voilà. Et ce qui est magique en plus, c'est que ça ne demande pas de l'argent. Donc, mais pas du tout. Oui. Par contre, c'est sûr, ça demande des efforts, du temps et de l'énergie. Et de la discipline. Ça demande de partir à la recherche de son bonheur. Ça demande déjà de se dire. Après, il y a peut-être la notion de c'est possible ou pas. Parce que moi, dans mon vécu, j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient baissé les bras. Genre, mais en fait, c'est pas possible d'être heureux sur cette terre, ça marche pas comme ça. Donc, comme ça marche pas comme ça, je vais être le plus fort des méchants. C'est là aussi, cette croyance-là aussi, elle est. Ouais, bien ancrée. Voilà, elle est bien ancrée, ouais. Ça bloque pas mal le passage, en fait. C'est clair, hein. J'ai 2 questions, Aurélie. Oui. C'est quoi le bonheur pour toi? Depuis, j'ai remis en mémoire. Non, le bonheur pour moi, je suis beaucoup dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, comme je le définis, c'est-à-dire la capacité à fusionner avec les éléments, l'autre ou les éléments, et tout en étant soi, tout en étant présent à soi. Et quand on est dans cet état-là, qui pour moi, donc moi je travaille en tout cas dans mon processus interne et dans ma vie à pouvoir justement rentrer le plus souvent possible dans ces états-là, qu'on accueille, qui sont des cadeaux, là on est dans le bonheur. Donc en fait, effectivement, il y a tout un chemin à travailler en soi, dans le cœur et la conscience, pour pouvoir accéder à cet état de plénitude. Bon, pour moi, le bonheur, c'est toucher la notion d'amour inconditionnel. Je trouve que moi, en tout cas, là où c'est le plus facile, parce que c'est tellement complexe dans les relations humaines, le plus facile, c'est avec la nature. Le plus facile pour moi, c'est effectivement avec la beauté des paysages, la beauté de la nature, et voilà, être surpris par ça et sentir que voilà, on est là, et en même temps, on est avec eux, enfin, on est avec ça. Voilà, Ah ouais, c'est ça pour moi. Convaincu. Moi, c'est là où je me le sens le plus vivant. Moi aussi. Okay. Les relations humaines, c'est très complexe. C'est un chemin, mais c'est complexe. Voilà. Très, très compliqué. Ouais. Voilà. Dernière question, c'est quoi l'amour pour toi? L'amour, c'était la question qui m'a permis d'écrire le conte sur l'amour véritable. Alors, je vais parler, dans mon conte, il y a différents niveaux d'amour qu'on peut retrouver chez les Grecs, etc. L'amour philia, l'amour agapé. Philia, c'est l'amour connexion cœur. Agapé, c'est l'amour spirituel, inconditionnel.
l'amour éros, le désir. Donc, je ne vais pas aller là. Je vais aller, pour moi, l'essentiel, c'est la pratique de l'amour, qui est le 4e niveau de mon compte. Donc, l'apprentissage de l'ouverture du cœur, le courage de vivre l'expérience matérielle de l'amour. Et pour moi, ce qui est très important là, c'est de trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que je suis vraiment dans un discours où je ne suis pas du tout d'accord avec la notion d'amour sacrificiel. En fait, la justesse de l'amour, c'est un équilibre donner-recevoir, pas forcément avec des attentes, pas manipulatoire, pas je te donne ça donc tu me donnes ça, mais dans le sens où vis-à-vis de soi, on est en accord, on reçoit autant qu'on donne. Donc ça, pour moi, c'est l'apprentissage de l'amour en pratique. Et ça peut se faire dans la relation, ça peut se faire avec ses enfants, ça se fait dans la relation, on va dire, avec les enfants, avec les amoureux, avec le patron, mais voilà, quelque chose de juste. Pour moi, dans l'amour, il y a quand même cette notion il faut que ce soit juste, en fait. Juste et nourrissant pour l'ensemble. Donc équilibré. Équilibré. Équilibre et harmonie. Vraiment, par contre, je porte souvent en faux contre l'amour sacrificiel. Ça me passe par... parce que quand même, notre culture judéo-chrétienne, oui. Et qu'est-ce que c'est... ça, je pense qu'il faut vraiment dépasser ça maintenant. Mais voilà. Complètement. C'est comme aussi penser que c'est égoïste de penser à soi avant de penser aux autres, quoi. Non, c'est réaliste, en fait, en vrai. Oui, comme dans l'avion. Je prends souvent l'exemple de l'avion. Quand on a un accident, dans les consignes, c'est si vous avez un enfant, mettez le masque et après protégez votre enfant. Parce que l'adulte, c'est celui qui est censé porter après. Et donc, c'est ça l'amour de soi. À un moment donné, il faut penser à soi pour pouvoir donner. Parce que c'est pas vrai. Si on n'a pas d'amour de soi, on ne peut pas donner. On n'a rien à donner en vrai. Donc, compliqué. On croit qu'on aime, mais on n'aime pas. C'est ça. Merci beaucoup, Aurélie. Comment on fait pour te joindre s'il y a des gens qui veulent prendre contact avec toi? Alors, j'ai un site internet, aureliedorel.com. Je suis à peu près active. Je commence à essayer de me débrouiller sur les réseaux sociaux. Mais mon compte Facebook, Aurélie Dorel, est assez actif. Donc, sur mon site, il y a mon numéro de téléphone. J'ai un cabinet à Toulouse. Et après, je fais des séances aussi par téléphone. Donc, voilà. Ok. Oui, je confirme, tu es actif parce que, alors, du coup, on est rentré en contact parce que c'est l'algorithme qui m'a fait ressortir Aurélie sur mon compte. Et donc là, en ce moment, tu publies des vidéos très intéressantes si vous voulez suivre son compte. Hein. C'est très sympa ce que tu fais. Merci Aurélie pour ton temps. Merci beaucoup. Merci. Très belle continuation à toi. Et à bientôt peut-être en randonnée alors, si j'ai bien compris. Bah, avec plaisir. Belle journée. Belle journée. Ciao. Et voilà les amis, c'était Aurélie Dorel. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'est passionnant, hein, ces sujets d'amour, de blessures affectives, tellement de choses à lire. Alors ce qui est chouette à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de livres. Je vais vous montrer la page de couverture de son livre si vous voulez vous procurer son livre. Vers un amour véritable, comprendre ses blessures affectives pour retrouver son équilibre énergétique relationnel. J'en profite aussi pour vous montrer mon livre, le dernier qui est sorti. C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens, qui est la partie complémentaire au premier. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi. Je pense que déjà avec ces 3 livres, vous avez un bon complément pour tendre vers le bonheur et cheminer de manière peut-être un peu plus éclairée. Je vous rappelle qu'on organise le 2e congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» les 12 et 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. On va notamment justement parler du bonheur avec Maureen Meillet, une personne que j'adore beaucoup. Et pas que, bien évidemment, parce qu'il y a 10 conférences. La billetterie est ouverte. Hein, vous tapez congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» dans un moteur de recherche et vous pourrez prendre vos billets. Je crois qu'il reste 200 places sur les 500. Donc, écoutez, surtout, n'hésitez pas, on va passer un bon moment. C'est l'occasion aussi de passer des vacances du côté d'Arcachon. Le 14 juillet, ça sera aussi fête nationale, donc ce serait chouette de voir le feu d'artifice depuis la plage d'Arcachon. Enfin, on va vraiment passer un très bon moment. Je vous laisse avec la vidéo qu'on a réalisée en 2023 autour du premier congrès. C'est quoi le bonheur pour vous? Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Bye bye. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque
pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.